Bienvenue donc à la Cité du Livre pour cette dernière séance du cycle Ciné-Cité Philo pour 2012. En 2013, on vous préparera quelque chose, on ne sait pas quoi encore. Donc cette dernière séance porte sur une autre relation à l'enfance. Isabelle Filiosa va intervenir, à savoir elle est psychologue et elle travaille sur la réhabilitation de l'empathie qui nous manque énormément actuellement. Donc, parents, enfants, entre nous tous, disons. Je pense que c'est bien mieux de dire comme ça. Alors, elle travaille aussi sur une autre parentalité, mais je vais la laisser développer tout ça. Je vais passer le micro à Corinne, qui va vous présenter le film, qui est une œuvre absolument magistrale. Voilà. Voilà, bonsoir. Donc, je prends la parole au nom de l'Institut de l'Image. Donc, cette soirée s'inscrit donc termine le cycle de 3 soirées que nous avons organisées. Donc, du point de vue du cinéma, nous avons essayé de construire une histoire entre ces 3 films qui commençaient avec donc L'enfance nue de Piala, qui traitait beaucoup du thème de l'abandon, et en écho à la conférence de Boris Cyrulnik sur les souffrances de l'enfant. La dernière fois sur la violence dans l'école avec le film mythique If qui a porté d'une manière, peut-être à son excès, à la fois les violences réelles, physiques, corporelles du système anglais de l'époque, mais une métaphore sur les violences encore existantes actuellement dans le système scolaire. Et j'avais envie non seulement de terminer sur un film un peu plus positif, mais plus actuel. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur l'année dernière, et le public également, sur le documentaire Les rêves d'enfants de Pina Bausch qu'on va vous présenter tout à l'heure. Pourquoi ce film ? Parce qu'il est un peu pour moi la preuve qu'une démarche artistique forte, alors là portée par Pina Bausch, c'est vrai que tout le monde n'est pas Pina Bausch, peut véritablement transformer un enfant, un adolescent, un être humain. Et je pense que le terme d'empathie se traduit d'une manière donc corporelle de nouveau dans le film et d'une façon tout à fait intelligente. Voilà, donc l'idée c'était d'ouvrir avec ce film sur un exemple et pour militer pour, en l'occurrence, l'éducation artistique au sein de l'école mais au sein de la société, avec la très forte croyance que l'art peut profondément transformer le parcours d'un individu. Voilà, j'en redirai de nouveau quelques mots avant le film. Donc, à l'issue de la conférence, un pot vous sera offert devant la salle Armand Lunel, de l'autre côté, et ensuite la projection du film. Voilà. Merci. Et merci de me donner cette occasion de parler de parentalité positive. Et je trouve particulièrement pertinent d'associer différents médias et de pouvoir faire suivre cette conférence d'un film qui va pouvoir être lu. J'espère que vous le regarderez à travers le filtre de ce que nous allons étudier maintenant. Bonsoir à tous. Alors, il y a plus de place de ce côté-ci pour les personnes qui sont là-haut. Avant d'avoir un enfant, nous avons rêvé notre enfant. Toute personne qui va avoir un enfant rêve son enfant. On imagine évidemment un enfant idéal, un enfant merveilleux, un enfant parfait. Alors évidemment, on voit bien que dans les queues des cinémas, dans les trains, les autres parents se débrouillent pas trop bien avec leurs enfants, mais nous, on y arrivera. Nous, on saura faire. Avant d'avoir des enfants, nous sommes tous des parents absolument exceptionnels. Nous savons exactement ce qu'il y a à faire. Et puis, l'enfant vient au monde, et là, nous rencontrons un certain nombre de soucis. L'enfant s'oppose, l'enfant ne dort pas comme c'était prévu, il pleure, parfois il a l'air de souffrir et on se sent impuissant devant lui, parfois il est violent, il a des mauvaises notes à l'école, il se passe toutes sortes de choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Alors, on va voir dans les journaux, on va écouter la radio, on va regarder la télévision, on va se renseigner. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des soucis avec son enfant? Et alors là,
Eh bien, je caricature un peu, mais grosso modo, il y a une seule réponse disponible, c'est il faut mettre des limites. C'est vrai que c'est un peu caricatural, mais grosso modo, si votre enfant s'oppose à vous, c'est parce qu'il vous teste, il cherche à tester les limites. Et donc, il s'agit de maintenir la limite ferme et de ne pas céder. S'il est malheureux, il échoue à l'école, c'est probablement parce qu'il a des problèmes familiaux. Et les problèmes familiaux, c'est vraisemblablement parce qu'il n'y a pas suffisamment de limites à la maison. Si ce n'est vous, c'est donc votre mari, ou l'inverse. De manière générale, presque tout semble se résumer à ça, mettre des limites. Et nombre de parents se sentent bien démunis parce qu'ils ont l'impression de mettre des limites. Ils tentent de mettre des limites. Et bien, ça ne fonctionne pas aussi facilement que ça a l'air dans les livres. Mais d'où vient cette histoire de limites pour que ce soit si fréquent? Presque tous les journalistes qui m'interviewent sur la question me demandent et l'autorité et les limites. Mais il faut quand même mettre des limites. D'où vient cette histoire de limites? Freud, Sigmund Freud, est venu à Paris pour étudier l'hystérie avec Charcot. Charcot mettait sous hypnose les hystériques et il découvrait, il permettait aux hystériques de dire ce qui se passait pour elles, et donc des souvenirs traumatiques remontaient. Quand les femmes, surtout des femmes, mais aussi des hommes, avaient exprimé ces souvenirs traumatiques, l'hystérie disparaissait. Breuer aussi travaillait là-dessus. Charcot a emmené Freud dans les morgues, et donc Freud a pu voir des cadavres d'enfants qui avaient été violés par leurs parents, par un oncle, des cadavres d'enfants qui avaient été abusés de toutes sortes de manières, et notamment sexuelles. Et donc Freud est revenu à Vienne, fort de tout ce qu'il avait vu, et il a élaboré sa théorie sur l'origine de l'hystérie. Il écrit à Fliess, il lui dit « J'ai compris la raison de l'hystérie de mon frère. Il est devenu hystérique parce que mon père l'obligeait à la fellation, à lui faire des fellations. On ne sait pas si le père de Freud a obligé aussi Sigmund à faire des fellations, à lui faire des fellations. Mais Freud a dit que son père avait contraint ses frères à faire des fellations. Évidemment, on peut imaginer que Fliess ne réagissait pas très favorablement à cela, parce que on ne sait pas quelle a été la réponse de Fliess à Freud, parce que Freud a brûlé toute la correspondance de Fliess. Il ne nous reste que le côté des lettres que Freud a envoyées à Fliess. Mais ce qu'on sait, c'est que Fliess avait un petit garçon et qu'avant l'âge de 4 ans, Fliess avait abusé de son petit garçon. Donc on peut se dire qu'il n'écoutait pas forcément Freud avec une oreille très favorable. Il n'était pas le seul. Freud, présentant sa théorie, s'est fait huer. C'était trop scandaleux à l'époque d'imaginer que ce puisse être de la faute des parents. Et donc, petit à petit, Freud a commencé à voir que sa théorie n'allait pas le rendre aussi fameux qu'il l'espérait. Et au fur et à mesure de la correspondance avec Fliess, on voit évoluer sa pensée. Et un jour, il écrit à Fliess « Je ne crois plus à ma théorie de la névrotica. Je ne crois plus à la théorie comme quoi les hystériques seraient devenues hystériques parce qu'elles auraient été abusées par un père ou un oncle dans leur enfance, parce que ça m'obligerait à accuser trop de pères, trop d'oncles, jusqu'à mon propre père. » Et suite à cela, il a conçu une autre théorie des pulsions.
Il a inversé le système. Ça n'est plus l'enfant qui a été séduit par le parent. Le parent ne séduit pas l'enfant. C'est l'enfant qui a fantasmé. C'est l'enfant qui a désiré son parent. Et il construit l'Oedipe. Alors évidemment, c'est comme si, peut-être, Freud nous avait laissé glisser un petit message là. Parce que l'histoire d'Oedipe, c'est quoi? Laios, son père, qui lui-même avait perdu son père à l'âge de 1 an, a abusé, enfin, il a eu comme amant le fils d'un de ses amis, et suite à cela, il a fait une malédiction. Et on lui a dit, ton premier enfant te tuera. Laios se marie avec Jocaste. Il évite d'avoir un enfant pendant un certain temps, puis finalement un garçon naît. Et là, en se disant, oh là là, il risque de me tuer. Et donc il abandonne son petit nourrisson en espérant qu'il meure. C'est donc Laios qui a le premier désiré la mort de son fils. Le petit Oedipe est recueilli par une famille. On lui annonce qu'il va tuer son père un jour, que c'est son destin, et qu'il va faire l'amour avec sa mère. Il est effaré par cela, et donc il se crève les yeux. Vous connaissez la suite, effectivement. Un jour, il va tuer son père, et un jour, il va faire l'amour avec sa mère. Mais à aucun moment, ça n'a été son désir. Il a été piégé par toute cette histoire qui pesait sur Laios et peut-être sur des générations avant. Alors je me dis que peut-être en inversant l'histoire d'Oedipe de cette manière, Freud, parce qu'il savait qu'on allait peut-être la lire, la mythologie, peut-être qu'il nous a dit, attention, il y a ce que je dis à l'extérieur, mais peut-être il y a autre chose à comprendre. En tout cas, c'est ce que j'espère. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça montre cette théorie des pulsions. Comment nous en sommes venus à interpréter tout en fonction de limites. L'enfant est décrit donc par Freud comme ayant des fantasmes, ayant une sexualité infantile très importante. Il s'agit pour faire de ce petit être qui a une sexualité infantile débordante, au point que Freud dit qu'il est comme un pervers polymorphe. Polymorphe parce que il y a des pulsions orales, il a des pulsions anales, il a des pulsions génitales. Et donc c'est polymorphe, ça prend toutes sortes de formes. L'enfant a donc ses pulsions à l'intérieur de lui. Et il va être au service de ces pulsions. Selon Freud, si on ne met pas de frein aux pulsions de l'enfant, eh bien, il va être envahi d'un désir de toute puissance. Il va chercher à accomplir ses désirs et finalement, il va dominer autrui. Chaque pulsion est associée à une castration symbolique. Ce qui va faire grandir un enfant, c'est la castration. La première castration, c'est la naissance. Deuxième castration symbolique, et c'est Françoise Dolto qui l'a élaborée, c'est le moment du sevrage. Françoise Dolto disait que lorsque l'enfant n'a pour seul horizon que le sein de sa mère, il n'a pas accès à la parole, et que c'est grâce au sevrage, grâce au fait qu'on lui refuse le sein, qu'on fait cette castration symbolique, que du coup, il se tourne vers l'extérieur et qu'il commence à parler. Alors évidemment, la science d'aujourd'hui nous dit c'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisque c'est exactement l'inverse, la réalité. Les enfants qui sont allaités longtemps au sein ont 2 points de QI en plus. Ils parlent plus vite que ceux qui ne sont pas allaités au sein. Mais ça n'a pas empêché la théorie de continuer.
C'est donc de castration en castration, de frustration en frustration que l'être humain se construit et qu'il devient un véritable adulte. À partir du moment où on regarde l'enfant comme un petit être qui n'a que des désirs, une sexualité infantile débordante, un désir de toute puissance, forcément, on se dit, il faut lui mettre des limites. Et donc, c'est lié à notre représentation de cet enfant. Autre chose, dans l'Oedipe, il y a le désir pour la mère, mais il y a aussi le désir de tuer le père. Freud a énormément insisté sur ce désir de tuer le père. Un désir qu'on peut comprendre quand on se rappelle que ses frères, il a été témoin du fait que ses frères ont été abusés sexuellement par le père de Freud. Il pouvait avoir donc ce désir de tuer son père. Seulement, qu'est-ce que ça laisse dans notre inconscient à nous? C'est cette idée que forcément l'enfant en face de nous, il va nous provoquer. Il va chercher à tester les limites. Peut-être qu'il va chercher à nous tuer, à nous éliminer, à nous dépasser. Et les parents sont dans cette situation où ils se sentent fort démunis parce qu'ils tentent de mettre des limites. Mais comme ils regardent leur enfant comme étant un petit être qui va les dépasser, auquel il est nécessaire de mettre des limites et de le frustrer pour qu'il puisse grandir, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ils se sentent coupables. Je ne suis probablement pas un suffisamment bon parent et c'est sûrement de ma faute. Je ne mets encore pas assez de limites. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison à ce que nos enfants se comportent comme ils se comportent? Parce que c'est vrai quand même, on peut le constater tous les jours. Les enfants se comportent comme le dit la théorie psychanalytique, c'est-à-dire qu'ils se comportent en ayant envie de tout. Ils sont intolérants à la frustration. On ne peut pas leur refuser un paquet de bonbons ou arrêter la télévision sans qu'ils se mettent à hurler. Les ados sont complètement intolérants à la frustration. Donc, en apparence, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui semblent donner raison à la théorie psychanalytique des pulsions. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre raison? Est-ce qu'on s'est posé des questions sur l'environnement? Est-ce que l'environnement dans lequel les enfants sont aujourd'hui ressemble à celui qu'il était il y a ne serait-ce que 20 ans? Non. Aujourd'hui, nos enfants sont plongés dans un monde d'hyperstimulation. Il y a, ne serait-ce que le supermarché. Un supermarché, c'était inimaginable il y a quelque temps. On mangeait toujours à peu près la même chose. Aujourd'hui, on va dans des endroits où il y a des milliers de couleurs, de formes, de produits différents. Comment est-ce que je fais mon choix là-dedans? Et notre cerveau n'est pas équipé, le cerveau d'un petit enfant n'est pas équipé pour traiter cette multiplicité d'informations. Les parents d'aujourd'hui travaillent beaucoup. Il y a le temps de trajet qui s'ajoute et donc l'enfant a moins de temps avec ses parents. Il est donc surstimulé, il a moins de temps avec ses parents. Peut-être bien qu'il est en carence de contact. Il a d'autres contacts à l'école, à la crèche déjà, mais avec d'autres enfants avec lesquels il n'y a pas non plus toujours de gestion de la relation. Il y a les écrans. Est-ce qu'on peut vraiment passer sous silence les écrans? L'importance qu'ils prennent dans la vie des enfants d'aujourd'hui. Quand on sait que certains dessins animés ont été interdits au Japon parce qu'ils avaient provoqué des crises d'épilepsie, on peut quand même se poser des questions sur le fait de laisser nos enfants regarder et au moins envisager que peut-être une des raisons pour leur réaction excessive pourrait bien avoir un lien avec ces écrans. Peut-être que la montée de la violence, elle est aussi liée au fait qu'ils voient tant de films dans lesquels il y a ce culte de la virilité, ce culte de la violence. Et puis il y a tous ces jeux violents, dont on sait que dès qu'on est exposé à un jeu violent, le taux de violence augmente.
il y a aussi le sucre. Les enfants d'aujourd'hui mangent du sucre, mais comme ce n'était même pas imaginable à notre époque. Et le sucre a une incidence extrêmement importante sur l'humeur, extrêmement importante sur l'hyperactivité. Ils ont fait des études, ça date pourtant, c'était en 1983 et quelques, aux États-Unis, dans 800 écoles, ils ont modifié, sur une période de 4 ans, je crois, la nourriture des enfants, en enlevant les sodas, tout le sucre, même le sucre dans les desserts. Ils ont supprimé le sucre. Le taux de violence a baissé et les capacités académiques des enfants a augmenté tellement que ça a surpris les gens qui faisaient passer les tests et qu'ils se sont vraiment posé des questions, comment est-ce que c'est possible? Ils ont réétudié leurs données, leurs résultats, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Dans une prison, un homme a aussi fait changer le régime des détenus, des jeunes délinquants. Il a étudié ce que faisaient comme petits délits ou petites infractions à la règle. Ces délinquants étaient incarcérés dans un centre de haute sécurité. Mais donc, pendant 9 mois avant l'étude, il a observé le nombre de délits, d'infractions. Puis, pendant les 9 mois d'étude, il a aussi mesuré les délits. Il a donné aux gens des petites pilules à consommer. Moitié des détenus recevaient des pilules avec des vitamines et moitié des placebos. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la violence a diminué de façon très impressionnante pour ceux qui avaient pris des vitamines, et ça n'avait pas bougé du tout pour ceux qui avaient pris des placebos. 50% de moins d'actes graves. C'est énorme. Comment ça se fait qu'on ne donne pas des vitamines à tous les prisonniers et à tous nos enfants? Les vitamines qui avaient été choisies par le chercheur, c'était seulement les vitamines normales qu'on retrouve dans un plat, dans un repas normal, quand ce repas n'est pas carencé. Dans le journal, le Lancet, qui est quand même le journal scientifique par excellence, il a été publié une étude sur le syndrome de déficit d'attention et d'hyperactivité. Ils ont donné des colorants alimentaires. Donc, il y a 3-4 colorants alimentaires et additifs chimiques qui ont été donnés aux enfants. Et ça a provoqué de l'hyperactivité. Et donc, l'étude, si elle est parue dans le Lancet, c'est qu'elle était vraiment bien échelonnée, qu'il y avait toutes les garanties possibles. Et elle conclut à l'évidence que certains additifs chimiques vont provoquer de l'hyperactivité. De l'hyperactivité, de l'intolérance à la frustration, des enfants grognons, des enfants opposants. Et je reviens au sucre. Le sucre, lorsque on ingère du sucre, au début on se sent bien, on sécrète des petits opioïdes dans le cerveau et tout va bien. Et puis ensuite il y a l'hypoglycémie qui va faire suivre. Et là, le stress de l'organisme provoque quoi? Eh bien, pas seulement mal à la tête. Il va provoquer des symptômes de comportement. Vous pouvez avoir un enfant qui devient grognon, un enfant qui devient agressif, un enfant qui devient opposant. Un enfant opposant, ça n'est pas forcément un problème psychologique. C'est souvent, ça peut être, parce que tout simplement, il a mangé un peu trop de bonbons juste avant, et qu'il est donc dans la phase d'hypoglycémie. Donc, le monde a changé. Nous plongeons nos enfants dans un monde qui n'a rien à voir avec celui d'avant et nous ne pouvons plus regarder nos enfants avec les mêmes yeux qu'avant. Il est important de prendre conscience de l'impact de ces phénomènes et plutôt que de se dire que si l'enfant fait ceci ou cela, il s'agit de lui mettre des limites, parce que un enfant qui est hyperactif, qui bouge beaucoup, qui est opposant parce qu'il a un taux de sucre trop faible dans le sang, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez toujours le punir, ça ne va pas changer grand-chose.
Si l'enfant a des difficultés à l'école, pour des raisons... Alors aujourd'hui, on apprend plein de choses sur le cerveau. Nous croyons que nous avons tous un cerveau relativement semblable. C'est faux. Nous avons des cerveaux extrêmement différents les uns des autres. Et quelquefois, si nous ne réussissons pas bien à l'école, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas le même cerveau que celui de notre professeur. Et donc, nous n'arrivons pas toujours à comprendre ce qui se passe. Mais en quoi est-ce qu'une punition va m'aider à mieux comprendre ce que dit le professeur? Les punitions, elles sont très utiles. Elles sont utiles aux parents parce qu'elles permettent de reprendre le contrôle. Quand je donne une punition, eh bien c'est à quel moment que je donne une punition? À quel moment est-ce que je suis violent contre mon enfant? Au moment où je me sens impuissant, au moment où je me sens dépassé, au moment où je ne sais plus quoi faire. Et pour me sentir puissant de nouveau, pour récupérer le contrôle, eh bien je donne une punition. Quand j'ai donné une punition, je me sens quand même un petit peu mieux, j'ai repris le contrôle. Une punition, on le sait, ça n'est pas efficace, ça ne sert à rien. Un enfant qui, par exemple, a tapé son frère et qui reçoit une punition, d'abord, pourquoi il a tapé son frère? À votre avis, pourquoi il a tapé son frère? Parce que son frère l'a tapé, peut-être. Pourquoi d'autre? Parce qu'il est jaloux, ça c'est... On y reviendra. C'est souvent une théorie que nous avons, effectivement. Nous interprétons qu'il est jaloux. En tout cas, il se passe quelque chose pour lui. Et donc, si je le punis, ce qui a déclenché... Taper le frère, c'est être violent. Vous êtes d'accord? La violence, elle est déclenchée par le sentiment d'impuissance, par une mauvaise estime de soi, par le fait de ne pas savoir comment dire les choses autrement que par le corps, par la violence. Elle est déclenchée par la fuite des émotions, je ne sais pas comment gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi, alors hop, je tape. Elle est déclenchée par l'impulsivité. Et donc, comment est-ce qu'une punition va s'adresser à ce genre de problème? Comment est-ce qu'une punition va augmenter l'estime de soi de l'enfant et lui permettre du coup de ne plus taper à l'avenir? Comment est-ce qu'une punition peut aider l'enfant à parler mieux à son frère la prochaine fois? Comment une punition peut aider l'enfant à ne plus se sentir impuissant dans sa vie? Au contraire, une punition en général, ça vous fait vous sentir impuissant. Et puis quoi d'autre? Vous avez tapé votre frère, vous avez été puni. Donc vous vous sentez comment? Pas très bien. Hein? La honte, pas sûr. Peut-être un peu de peur du parent. Mais surtout, ce qui prend rapidement le dessus, c'est de la fureur contre le frère. Parce que c'est quand même à cause de lui que c'est arrivé tout ça. Et donc voilà ce qu'on aura gagné. En punissant l'enfant, on va aggraver le problème. On va renforcer le problème. Les punitions, elles sont toujours inutiles et dangereuses parce qu'elles n'aident pas l'enfant à se sentir compris, à se sentir entendu. Seulement voilà, les parents disent « Oh, mais je ne vais quand même pas me laisser faire ». Parce que c'est comme s'il n'y avait que deux possibilités, une seule alternative. Soit je punis, je mets des limites, soit je ne mets pas de limites, alors je laisse tout faire. Et du coup, comme personne ne veut laisser tout faire, on reste dans poser des limites. Étant donné que aujourd'hui, on voit ces enfants dans cette situation à gêner toute une salle, j'exagère, qu'on voit ces enfants qui hurlent dans les supermarchés, qu'on voit, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on ne les voyait pas hurler dans les supermarchés, mais il n'y a pas de supermarché. On voit les enfants hurler parce qu'on éteint la télé, on voit tous ces conflits qu'il n'y avait peut-être pas autant avant. Comme on oublie que c'est peut-être à cause de l'environnement qui a changé, eh bien, en voyant tout ça, les experts disent « Voyez, c'est le règne de l'enfant roi. Il faut poser davantage de limites. Tous les problèmes d'aujourd'hui, c'est à cause de 1068 parce que, eh bien, c'est trop de laxisme.
On a laissé trop de liberté aux enfants, et du coup, voilà le résultat. Trop de liberté, laxisme, enfant roi. Quelle étude soutient ces propos? Aucune. Les études, elles disent le contraire. Les études, elles disent que 80% des parents français frappent leurs enfants. Les études, elles disent qu'à l'école, il y a beaucoup de punitions et que 9 punitions sur 10 sont illégales. Les études, elles disent que 75% des parents considèrent qu'il est nécessaire de donner des punitions aux enfants à l'école. Vous trouvez que c'est laxiste, ça? 73% des enseignants déclarent avoir vu des privations de récré. C'est interdit. 28% disent y avoir recours. 56% des enseignants donnent des lignes, des copiages divers, des verbes à conjuguer. C'est interdit depuis 1887. 95% des élèves de CP ont été témoins de fessées. 95%, vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Plus que 34% au CM2 et moins de 2% au collège. Sûr, grandissent un peu. Est-ce qu'on peut encore continuer de dire que les parents d'aujourd'hui, les enseignants d'aujourd'hui seraient trop permissifs? Ça n'est pas la réalité. En revanche, la réalité est que nos enfants vont mal, qu'effectivement ils sont intolérants à la frustration, qu'effectivement c'est très dur au quotidien, et que pour ne pas se laisser faire, ou plutôt pour ne pas laisser faire, parce qu'on va éviter de rentrer dans le jeu de pouvoir, nous avons besoin d'outils. Et c'est vrai que ça nous manque beaucoup. Alors reprenons le petit enfant qui tape son frère. Qu'est-ce qui se passe pour lui? La réponse souvent des parents, c'est « il est jaloux ». Et dans l'idée, il est jaloux, c'est quand même pas très bien d'être jaloux. Alors quand même, s'il est jaloux, on se dit c'est parce qu'il manque d'attention. Alors peut-être on va lui donner un petit peu d'attention, mais souvent, on va lui dire tu es jaloux, ça n'est pas bien. On va lui poser une limite. On va lui dire je t'interdis de taper ton frère. Vous avez vu que ça marche, ça? Non, hein? C'est sûr, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qui fait que quelque chose qui ne fonctionne pas, on va continuer de le réitérer et de le refaire et de le refaire. Moins ça fonctionne, plus on le fait. Ça ne sert à rien d'interdire à un enfant de taper son frère. C'est utile de poser la règle de dans notre famille, on ne se tape pas. Et de donner des outils aux enfants pour cesser de taper. Pour donner des outils aux enfants pour cesser de taper, il s'agit de comprendre ce qui se passe pour eux. Le plus souvent, les parents un peu attentifs se disent « il est jaloux, il a donc besoin de davantage d'attention ». C'est possible. C'est possible. Tout ce que je vous raconte s'enracine dans la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, c'est celle que Bowlby a élaborée et qui, lorsqu'il l'a émis, il était psychanalyste à l'époque, lorsqu'il a dit « voici ce que j'ai découvert, la théorie de l'attachement, le bébé n'existe pas sans son parent, les bébés n'existent pas seuls, c'est un être de relation. » Et cela, et c'était étayé par la science à l'époque, les éthologues qui faisaient beaucoup de recherches, cela faisait tomber, remettait en cause les concepts psychanalytiques, et donc les psychanalystes ont mis de côté la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, elle dit donc qu'un petit être humain, c'est un être social dès le début, et que donc il a besoin de se sentir en lien, de se sentir appartenir. Et nombre de ces comportements vont être en rapport avec cette carence d'attachement. Donc il est tout à fait possible qu'effectivement, l'enfant qui tape son frère, il le tape parce que, eh bien peut-être que juste avant, on s'est beaucoup occupé du petit frère et que lui, on l'a envoyé balader. Alors, comme il ne reçoit pas l'attachement dont il a besoin, il n'est pas sûr de l'attachement à l'intérieur, eh bien il voit quelle est
celui qui pose le problème et qui l'empêche de recevoir cet attachement, et donc il va cogner son frère. Ce n'est clairement pas en isolant l'enfant dans sa chambre et en lui disant « tu n'as pas le droit de taper ton frère » que je vais obtenir quoi que ce soit. Ce que j'ai besoin de faire, si c'est ça le problème, c'est de prendre l'enfant à part et de lui donner ce dont il a besoin, de lui faire comprendre aussi le processus. Il ne s'agit pas seulement de lui donner de l'attention, mais de l'aider à comprendre que s'il a tapé son frère, c'était parce que il s'était passé quelque chose avant où il s'était senti rejeté. Parce que c'est ça notre mission de parents, c'est d'éduquer nos enfants, de leur permettre de mieux se comprendre, de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, de mettre des mots sur leur... Nous avons besoin de manifester de l'empathie vis-à-vis de nos enfants. L'empathie, c'est sentir ce que l'autre ressent, se mettre à l'écoute de ce qu'il ressent à l'intérieur, pour pouvoir l'aider lui-même à mettre des mots sur ce qu'il vit et à modifier la situation. Mais ce n'est pas la seule raison qui peut faire qu'on tape son frère. Il y a des tas de moments où, eh bien, on tape le frère pour d'autres raisons que le manque d'attention du parent. On se croit toujours si important, nous les parents. Si votre frère vous a piqué votre feutre, vous êtes en train de jouer avec un de vos jouets, comment vous réagissez? Au début, vous lui dites « Non, tu n'as pas le droit de prendre mon jouet. » Oui, parce qu'on copie les parents, on dit la même chose, tu n'as pas le droit. C'est interdit, c'est mes jouets. Mais ça ne marche évidemment pas, non plus. Parce que l'enfant, l'autre est plus petit, il ne comprend pas, il a son impulsion, il va prendre les choses. Et donc, au bout d'un moment, l'enfant se sent... Il ne sait pas comment mettre des frontières, comment mettre des limites à son petit frère, et donc il cogne. Mais donc là, lui dire « tu n'as pas le droit de taper ton frère », ça ne va pas l'aider. Ce dont il a besoin, c'est des outils concrets pour pouvoir gérer ce type de situation. Il a besoin d'apprendre à protéger ses jouets de son frère, sans violence. Donc c'est plutôt ça que je vais faire. En tant que parent, dans une dynamique de parentalité positive, dans la dynamique de la théorie de l'attachement, qui stipule que si l'enfant a un comportement, c'est que ce comportement a des causes. Et donc je vais regarder les causes plutôt que de chercher à m'attaquer seulement aux effets. Les causes, elles peuvent être variées. Et quand j'identifie une cause, j'ai à doter mon enfant des compétences nécessaires pour pouvoir gérer la situation. Des compétences pour savoir poser les limites, des compétences pour savoir gérer les rapports de pouvoir avec les autres, des compétences pour régler les conflits, des compétences pour gérer ses propres émotions. Je vais donc enseigner à l'enfant, le faire grandir plutôt qu'essayer de le rabaisser, plutôt qu'essayer de le casser, de lui couper des ailes. Dans la théorie de l'attachement, ça fonctionne un petit peu comme pour une plante verte. Quand vous avez une plante verte chez vous, oh, elle a des feuilles jaunes, là, ça ne va pas. Regardez ça, elle ne se comporte pas correctement. Pourtant, j'ai tout fait pour elle. Et donc, je vais la punir, je vais la mettre sous l'escalier. Elle verra comme ça qui est le chef. Ça ne va pas aider la plante à aller mieux. Dans la théorie de l'attachement, je vais plutôt regarder, tiens, la plante a un problème. Elle a un comportement qui ne me convient pas, il y a des feuilles jaunes, il y a des choses qui ne vont pas. C'est qu'il doit y avoir une cause. Et donc, plutôt que de culpabiliser la plante sur le fait qu'elle pourrait faire un effort pour faire des jolies fleurs, jolies feuilles, je vais chercher à identifier quelle est la cause. Est-ce que peut-être il y a trop de lumière ou pas assez de lumière? Est-ce qu'il y a trop d'eau, pas assez d'eau? Je vais chercher à identifier ce dont elle a besoin. Et ensuite, je vais nourrir ce besoin, être attentif à ce besoin pour que la plante puisse reprendre sa croissance. Pour un enfant, c'est pareil. Alors, c'est un petit peu plus compliqué qu'une plante verte. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est vrai, c'est une réalité qu'aujourd'hui, en France, nous sommes extrêmement démunis
par rapport à ça. Nous avons très très peu d'informations sur ce qui se passe dans le cerveau des enfants. Très peu d'informations pour comprendre vraiment ce qui se passe. Parfois, l'enfant tape son frère aussi par mimétisme, parce que, eh bien, il a vu son père taper, il a vu sa mère taper. Un jour, j'étais dans un aéroport et il y avait là 2 petits-enfants qui se disputaient, un tape l'autre. Immédiatement, la mère arrive et paf, elle donne une gifle, ça t'apprendra à taper. Effectivement, il a appris à taper. Nous oublions que nous sommes des modèles pour nos enfants. Ils nous regardent. Et donc, si nous commençons à dire non, 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 ne fais pas ceci, ne fais pas cela, eux très vite disent non, 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 ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et on dit oh, tu te fiches de moi. Nous interprétons sans arrêt dans la dynamique de la lutte de pouvoir, de la lutte d'influence, parce que nous sommes pénétrés de cette histoire de pulsion et de mettre des limites. Mais si nous changeons notre regard, si au lieu de nous intéresser seulement aux effets, à ce qui se passe là, et que nous cherchons à regarder les causes, alors tout le paysage devient différent. Pour quelle raison est-ce que l'enfant a 2 en maths? Peut-être, effectivement, il n'a pas travaillé, mais s'il n'a pas travaillé, pour quelle raison il n'a pas travaillé? Le punir ne va pas l'aider en maths. En revanche, peut-être que si je l'aide à gérer sa relation avec son professeur, ça va s'améliorer. Peut-être que si je l'aide à comprendre que le professeur disait devant, mais en réalité ça veut dire avant, wow, tu m'ouvres des horizons. Et là on comprend quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il s'agit d'un conflit avec un petit copain. Peut-être que ça peut être des tas de choses. Mais nous avons besoin de regarder ce qui se passe. Une autre découverte scientifique absolument stupéfiante de ces temps-ci, peut-être vous avez vu l'émission, des chercheurs ont identifié que la maltraitance s'inscrit dans notre ADN sur 3 générations. C'est-à-dire qu'une personne est maltraitée par son parent. Ça s'inscrit dans son ADN. Certains gènes sont altérés. On repère cette altération. On regarde ce qui se passe chez son enfant. L'altération est plus forte encore. C'est-à-dire que celui qui n'a pas subi directement, qui est l'enfant de celui qui a subi, a une altération de son ADN plus importante que son parent. Et son propre enfant a aussi une altération de son ADN. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'impact sur le comportement de cette perturbation de l'ADN. Mais est-ce que c'est possible que ça n'en ait pas? L'ADN, c'est quand même l'information que nous portons à l'intérieur de nous. Ça fait quelques années déjà que les psys travaillent sur le transgénérationnel. On ne comprenait pas exactement pourquoi ça marchait. On pouvait juste constater qu'à l'intérieur de nous, nous avions l'information et que nous pouvions souffrir de choses qui appartiennent aux générations d'avant. Qu'est-ce qui me dit que si mon enfant a 2 en maths, et que donc il a vraiment du mal à comprendre les maths, c'est pas lié à peut-être un petit défaut de l'ADN, non pas à quelque chose qui lui est arrivé à lui, mais à quelque chose qui est arrivé 2 générations avant. Peut-être on peut regarder nos enfants d'une autre façon. Quand ils ont un comportement qui nous déplaît, quand ils font quelque chose qui ne nous convient pas, ils ne sont pas dans notre prolongement, parce qu'en fait c'est ça, dès que l'enfant ne fait pas ce que nous attendons qu'il fasse, nous sommes démunis, c'est nous qui sommes un peu dans la toute-puissance là. Quand on constate donc que l'enfant ne fait pas quelque chose qui le rend heureux, qui l'épanouit, plutôt que de chercher à gérer les faits, je vais chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Quelle est la cause? Les causes sont variées. Le problème, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un afflux de stimuli.
Prenons l'histoire du petit garçon, une petite fille d'ailleurs, pourquoi pas, une petite fille dans le supermarché. Elle a 2 ans. Elle arrive dans le supermarché avec sa maman, toute contente. Maman lui a bien fait la leçon. Aujourd'hui, on ne achètera pas ni bonbons, ni cadeaux, ni rien. Oui, maman, je serai quelqu'un de bien, oui. Sauf qu'elle n'a que 2 ans. Hein. Donc, quand on n'a que 2 ans, dans le cerveau, maintenant on le sait, la zone de l'impulsion, elle n'est pas encore reliée avec la zone qui nous permet d'inhiber nos impulsions. Donc, demander un engagement à un enfant de 2 ans, c'est voué à l'échec. Il n'a pas encore la capacité mentale d'y arriver. Mais bon, l'enfant, à 2 ans, les enfants adorent faire bien, contrairement à ce que croient beaucoup de parents. Mais donc, l'enfant rentre dans le supermarché avec sa maman et il voit plein de trucs. Et comme maman lui a demandé d'être sage, elle est sage. Sage, ça veut dire qu'elle ne fait rien et qu'elle reçoit toutes les informations qui viennent, visuelles, émotionnelles, parce qu'il y a plein de tensions un petit peu partout, auditives. Elle reçoit toutes ces informations sans pouvoir avoir la capacité de les traiter. Son cerveau est sous stress, sécrète des hormones de stress. Tout d'un coup, elle voit un nounours. Ah, un truc que mon cerveau sait faire avec. Je pars, je veux le nounours. Et la maman, souvent, elle croit que l'enfant veut le nounours. Alors que l'enfant, elle voulait juste quelque chose qui calme l'intensité de ce qui se passe dans mon cerveau. Maman refuse. Je t'avais dit qu'on ne prendrait rien, on ne prend rien, tu ne vas pas faire une comédie. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'enfant se jette par terre, se tape la tête contre le sol, hurle dans tous les sens et ses gestes vont partout. Et ce qui est spectaculaire, c'est qu'à ce moment-là, les parents ont l'impression que l'enfant fait une comédie, qu'elle cherche à les obliger à acheter le nounours. Parce que nous sommes dans cette idée toujours de la théorie des pulsions, où c'est le désir de l'enfant. Donc, l'enfant désire le nounours, donc il veut chercher à me dominer, donc si je lui achète le nounours, c'est sa toute-puissance, etc. Ça va être un enfant roi, tout ça. Je veux pas, je lui achète pas le nounours. C'est une bonne idée de ne pas acheter le nounours, mais en fait, l'enfant ne cherche pas le nounours. L'enfant cherche à calmer son cerveau. Or, si l'enfant qui était donc sous stress, avec toutes ses neurones qui étaient super activées, sans pouvoir traiter quoi que ce soit, il a vu le nounours, tout d'un coup ça s'est calmé. Des petits opioïdes dans son cerveau ont commencé à faire leur chemin. Il a commencé à sentir de l'ocytocine. Rien que toucher le nounours, ça déclenche de l'ocytocine dans le corps. Donc l'enfant, son cerveau se calme. Maman enlève le nounours. Dans le cerveau, c'est une chute brutale d'opioïdes. Et une chute brutale d'opioïdes déclenche les mécanismes de la douleur. Et va déclencher la protection de la douleur, va déclencher ces gestes complètement désarticulés qu'on va constater. Et on voit bien que ça n'est pas une colère de l'enfant. Parce qu'une colère, c'est face à nous. Une colère, c'est dirigé. Or là, dans le supermarché, l'enfant, il va dans tous les sens. C'est n'importe... Il n'a pas la maîtrise. Son cerveau envoie des décharges électriques dans son corps et il ne peut pas se maîtriser. Alors là, le parent me dit c'est pas vrai du tout parce que moi j'ai trouvé le truc. Elle fait ça pour se rendre intéressante et donc je me mets dans le rayon d'à côté, elle ne me voit plus et hop, elle s'arrête immédiatement. C'est bien la preuve que c'était de la comédie, non? Mais seulement si on ne connaît pas le cerveau. Parce que un enfant, c'est quand même un mammifère. Et tous les mammifères, lorsque leur base de sécurité disparaît, encore la théorie de l'attachement qui vient là, quand leur base de sécurité disparaît, ils s'arrêtent. Tout s'arrête. Si vous êtes un petit mammifère et que votre, dans une situation perturbée de danger, tout d'un coup maman n'est plus là, alors il y a un danger, ça veut dire qu'il y a peut-être un prédateur qui arrive. Il ne faut plus faire le moindre bruit. Et donc, c'est le système parasympathique là qui s'installe et hop, je suis figé. L'enfant est figé. Il n'est pas du tout. Il ne s'arrête pas parce que, soi-disant, il ne voudrait plus
il voudrait plus, il ferait une comédie ou quoi. Non, il s'arrête simplement parce que c'est un mammifère et que maman a disparu et que donc c'est la panique totale et que son corps, son cerveau a pris en charge la situation et lui dicte de ne plus bouger du tout. Voyez comment les neurosciences nous donnent des informations qui changent totalement notre perception du monde. Plus jamais on ne va voir un enfant qui hurle dans un supermarché de la même manière. Et peut-être on va pouvoir du coup se comporter différemment. Dans la parentalité positive, du coup, on va faire différemment. Quand on va l'emmener au supermarché, déjà on va moins l'emmener au supermarché, mais quand on va l'emmener, on va lui donner une mission. Il s'agit d'occuper son cerveau. Même à 2 ans, elle sait reconnaître les oranges. Donc, tu te charges des oranges. Ah, je me charge des oranges, génial. Les enfants de 2 ans adorent ranger les trucs, mettre les choses en ordre, faire... Alors, si on leur donne une tâche à réaliser, tu ranges tout bien dans le caddie. Oh, waouh! Ils sont occupés, leur cerveau est occupé, et donc tout va bien. Si je satisfais les besoins de l'enfant, il y a nettement moins de conflits. Quelquefois, on croit que si on ne donne pas des limites et des punitions, alors on est dans une éducation où il faudrait tout expliquer aux enfants. Et les parents disent, si je passe mon temps à tout expliquer, on n'a pas fini, j'ai pas le temps. Oui, mais c'est pas du tout ça la parentalité positive. Et quelquefois, les parents se mettent à expliquer toutes sortes de trucs. Alors, expliquer le divorce, expliquer la sexualité, expliquer la mort, oui, ça c'est vraiment très très important. Aucun secret, les secrets sont toujours nocifs pour les enfants. Et donc là, Françoise Dolto avait totalement raison en disant combien il est utile et important de parler avec les enfants, de leur expliquer les choses. Mais leur expliquer que s'ils laissent leur cartable par terre dans le salon, eh bien finalement ils vont rater leur bac, non, ça ne sert à rien. Leur expliquer toutes sortes de choses comme ça sur « Ah, il faut que tu descendes pour éteindre la lumière parce que la lumière, ça coûte de l'argent et compagnie », ça ne sert à rien. Expliquer pour les petites choses du quotidien, ça noie l'enfant d'informations et ça ne l'aide pas à changer son comportement. Nous manquons d'habileté concrète. Les Américains ont réfléchi déjà un petit peu sur le sujet, les Canadiens aussi. Et notamment, il y a une habileté qui m'a particulièrement plu quand je l'ai apprise, c'est l'habileté de un seul mot. Une habileté, c'est une compétence, une façon de faire. C'est ça qu'on a besoin de développer aujourd'hui avec nos enfants. Des outils pour que ça fonctionne, pour qu'on ait une vie plus agréable avec eux, pour qu'on ne soit pas sans arrêt en conflit. Et mon gamin, ado, 13 ans, maintenant il a grandi encore un peu, mais ça a commencé quand il avait 13 ans. Donc 13 ans, figé sur son ordinateur jouant à WoW, il avait laissé la lumière de la cuisine allumée. D'habitude, je dis Adrien, descends s'il te plaît, éteindre la lumière. Ou tu as laissé la lumière allumée. Des phrases entières. Et je donnais des ordres. Parce que, et voilà, même si je sais que les ordres, c'est complètement une idée aberrante et inutile, je t'ai habitué à ça et ça m'arrive aussi de donner des ordres de temps en temps. Évidemment, ça ne marche pas. Mon fils est très mignon, donc il me dit « Oui, oui, maman !» Il continue à jouer sur son truc et évidemment, il ne descend pas. Alors, j'ai testé le un seul mot. Et donc, en passant dans la chambre, « Lumière !» Et alors là, j'ai été scotchée dès la première fois. Parce que quand même, qui a un ado de 13 ans qui joue sur l'ordinateur sait combien c'est dur de le décrocher. Ça n'a pas duré 1 minute. Il était déjà levé, il est descendu, il a éteint la lumière, il est remonté. Je n'y croyais pas. Et tous les parents qui testent l'habileté, elle est dans le livre, j'ai tout essayé, il y a pas mal de parents qui ont essayé, et il y a plein d'autres habiletés dedans, eh bien ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Si je donne un ordre à un enfant, surtout quand il est concentré comme ça et que c'est un garçon, ça rentre dans son cerveau verbal. Point. Point. Ça s'arrête. Tandis que si je donne un seul mot, il n'y a pas
assez d'informations, donc hop, ça passe en cerveau frontal. Et en cerveau frontal, je réfléchis au sens que ça a. Je visualise la lumière, et du coup, je me sens libre, j'ai l'idée de ce qu'on peut faire, et ben, j'y vais. Parce que la réalité de nos enfants, c'est que nos enfants cherchent toujours à faire bien. Et s'ils râlent, ils s'opposent, c'est la plupart du temps parce que nous avons utilisé une manière de nous adresser à eux qui les empêche de faire. Si vous demandez à votre enfant de 2 ans et demi, si vous lui dites « mets tes bottes », la petite fille est bien embêtée, elle ne peut plus mettre ses bottes. Parce que vous lui avez donné un ordre, et à 2 ans, elle a besoin de même 18 mois, elle a besoin de se sentir être une personne. Et donc, si vous lui dites « mets tes bottes », c'est comme si c'est vous qui dirigiez sa vie, c'est pas possible. Une maman sur le plateau des maternelles disait « Je dis à ma fille, on va au bain, et c'est des comédies, elle ne veut pas venir. » Elle avait 2 ans, sa fille. Et vraiment, c'était douloureux pour moi de voir cette maman se battre avec sa fille comme ça. Elle n'avait pas l'information. Et trop souvent, en plus, son mari la culpabilisait en lui disant « Tu dois mettre des limites plus fermes. » Et donc, elle disait avec plus d'autorité « On va au bain !» Et évidemment, ça ne marchait pas, parce qu'elle disait « on ». Et pour une petite fille de 2 ans, « on », eh bien, non. La petite fille de 2 ans, elle a besoin de pouvoir se dire « je ». Et une autre maman qui était là dit « Moi, j'ai trouvé un truc. Je dis à mon enfant, est-ce que tu préfères jouer avec le canard bleu ou avec la voiture verte dans le bain ?» Et l'enfant tout de suite, dans son cerveau frontal, il réfléchit, il est excité, il a envie. Et donc, il y a toutes sortes de façons de faire pour que la vie avec nos enfants, ce soit un plaisir. Et c'est vraiment très important de retrouver ce plaisir. Les ados, quand un ado, par exemple, dit à son père « sale con », souvent le père se sent très choqué. Il n'arrive pas toujours à décoder que quand son ado lui dit « sale con », il se passe des choses à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui peut faire qu'un petit garçon, un garçon de 14, 15, 16 ans, dise à son père « sale con ». Ça veut dire qu'il est vraiment profondément désespéré. Peut-être qu'il a entendu ce mot « sale con » dit comme ça au collège et au lycée, et il est là avec ça dans son cœur, et il ne sait pas quoi en faire, et il le donne à son papa comme ça en espérant que son papa va l'aider un peu à gérer ce truc-là. Peut-être qu'il est en train de dire à son père « Papa, je suis terrifiée à l'idée que tu penses que je suis un petit con, et je ne voudrais pas ça. J'ai peur que tu m'aimes pas assez. » C'est ça en réalité que ça veut dire. L'empathie, c'est arriver à décoder en dessous. Au lieu de réagir sur la surface, se dire, si mon enfant dit ça, si mon enfant se comporte comme ça, c'est qu'il est en train de me dire autre chose, il y a un besoin derrière. Donc je recule d'un pas et j'écoute ce besoin. Dans le film que vous allez voir tout à l'heure, que nous allons voir tout à l'heure, ce film de Pina Bausch, qu'est-ce qu'elle fait, Pina Bausch? Elle aide les gamins à sentir, à développer leurs compétences. Elle croit en eux. Notre rôle de parents, c'est ça. Notre rôle d'enseignant, c'est ça. C'est planter des causes, arroser, permettre, donner toutes les conditions pour que les enfants puissent s'épanouir et puis faire confiance. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film quand je l'ai visualisé, c'est que vraiment, elle fait confiance. Ces gamins qui sont plutôt plus ou moins en échec, qui manquent d'estime d'eux-mêmes, qui croient que jamais le théâtre, jamais la danse, ça pourrait être pour eux, que tout ce qui est artistique, ça ne peut pas être pour eux, eh bien, elle croit en eux. Elle croit en leur capacité, elle croit en leurs compétences. Elle ne les punit pas quand ils ne réussissent pas. Ils sont punis par le simple fait qu'ils n'arrivent pas à bouger leur corps. Ça suffit, ça. On a tellement déjà de frustration à être un humain que c'est peut-être pas la peine que nous en rajoute de l'extérieur. Elle fournit aux jeunes les conditions qui vont leur permettre de développer leur talent intérieur. Et c'est ça, le message d'une éducation qui a du sens pour moi, c'est
organiser autour de nos enfants ce dont ils ont besoin, leur fournir ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent découvrir l'être qu'ils sont en réalité. Et j'espère qu'en regardant le film, vous regarderez ça. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour petit à petit, cette petite flamme à l'intérieur d'eux, eh bien, elle grandisse et qu'à la fin, ils se sentent si à l'aise dans leur corps et si fiers de ce qu'ils ont fait. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez me poser des questions. Alors, il va y avoir un micro. Voilà. Et donc, pour poser les questions, vous prenez bien le micro près de la bouche pour que ça puisse être enregistré, puisque la caméra capte. J'en profite pendant que les gens réfléchissent à la première question. Il y a une table de livres de la librairie Vent du Sud qui nous attend là-haut, donc les ouvrages d'Isabelle. Donc n'hésitez pas en sortant de les consulter, évidemment de les acheter, et pourquoi pas de les faire dédicacer si ça vous intéresse. Essayez de poser des questions simples qui vont aller directement au cerveau frontal, et pour au verbal, parce que sinon ça sera trop compliqué, si j'ai bien tout compris. Surtout vous, messieurs, parce qu'on a été un peu attaqués quand même ce soir. Et un garçon qui va être courageux un peu ce soir. Bonjour. Vous parliez de limites tout à l'heure, et ce qui me venait à l'esprit, c'est ce qui concerne un petit peu l'environnement justement. Comment est-ce qu'on sait soi-même comment on peut arriver à se positionner par rapport à ses limites. Vous parliez de l'hyperstimulation, il y a énormément de stimulation au niveau environnemental. Comment est-ce qu'on arrive soi-même à gérer ça justement par rapport ce qui me venait à l'esprit aussi, c'est les valeurs éventuellement qu'on peut avoir envie de transmettre. Et ça me fait penser à la publicité un petit peu qui nous fait l'apologie de la glace et qui nous rappelle qu'il faut manger, bouger et pas manger gras. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu le grand écart par rapport à tout ça. Et oui, et là, c'est vrai que c'est très très complexe d'être parent dans notre société aujourd'hui parce que les enfants voient la publicité et ils croient à la publicité, mais ils croient plus l'image que il ne faut pas manger gras. Hein. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Comment faire? Comment se positionner? C'est forcément un grand écart et nos enfants vont avoir à gérer ça. Ils vont avoir à traverser cette société. Si on dit aux enfants, je t'interdis de manger des glaces, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chercher à en manger, ils vont construire du désir d'en manger, ils vont chercher à transgresser, ils vont se comporter comme ils disent dans la théorie des pulsions, c'est-à-dire que forcément, du simple fait qu'il y a l'interdit, ils vont chercher à, pas parce qu'ils sont méchants ou je sais pas quoi, mais vous mettez là, par exemple, vous dites à un enfant, il est interdit de manger une glace. Là, tout de suite, je vous interdis de penser à une girafe. Il y en a qui rigolent parce que je vois bien ce que vous avez fait, hein. Vous y avez pensé. Alors que je vous l'ai interdit. Donc franchement, c'est le problème des interdits, c'est-à-dire que les interdits dirigent l'attention de l'enfant vers ce qu'on ne veut pas. Donc plutôt que de dire je t'interdis de manger des glaces, on va peut-être leur fournir davantage de carottes, de salades, de choses saines et bonnes. Ça n'empêche que les glaces, ça fait monter les opioïdes dans le cerveau et que quand ils vont manger une glace, ils vont se sentir bien, forts, puissants, ça restaure l'estime de soi, on se sent tout de suite mieux, jusqu'à quelques dizaines ou trentaines de minutes après où il y a la chute. Il y a différentes sensibilités, tout le monde n'a pas une forte sensibilité au sucre, mais si on a un enfant qui est sensible au sucre et qu'on observe qu'il y a vraiment des chutes et qu'après avoir mangé, quelques 10 minutes après avoir mangé du sucre, il est vraiment exécrable, il se passe quelque chose, il n'est pas bien, là on peut simplement, s'il est petit, on va supprimer le sucre, s'il est plus grand, on va lui dire « j'observe ça ».
Est-ce que tu es d'accord que pendant une semaine, nous faisions l'expérience de supprimer le sucre? Que tu fasses cette expérience-là et je t'aiderai à faire cette expérience et on voit ce qui se passe. Et si lui voit le bénéfice qu'il en a, à ce moment-là, il peut aller plus dans ce sens-là. Ce que vous avez dit, partager nos valeurs, oui, ça c'est vraiment très important. Se positionner avec ses valeurs. Dire, moi, le cannabis, non. Je n'aime pas te voir fumer du cannabis. J'ai peur quand je te vois fumer du cannabis. Je suis furieuse que tu le fasses. Mais interdire, ça ne sert à rien. Si j'interdis, je vais brancher à l'intérieur de l'enfant de la défiance. Et du coup, il ne va pas se confier, pas parler. Si je n'interdis pas, c'est sûr qu'il va le faire, mais de toute façon, ils le font. Donc, si je n'interdis pas, mais que je dis clairement, ça n'est pas bon pour toi, et que je donne l'information, je dis, tu vas regarder tel site internet. Il y a quand même des choses superbes sur internet, hein, et comme ils aiment bien internet, on peut leur demander d'aller sur un site pour voir ce que ça fait, le cannabis, sur le cerveau. Et qu'ils prennent conscience des choses. Pendant un moment, ils vont continuer, parce qu'en fait, ce qui fait qu'ils fument de cannabis, c'est pas du tout parce que ça leur fait plaisir, c'est parce qu'ils sont dans un groupe de copains qui fument, et que s'ils ne fument pas, c'est très difficile. Et donc, jusqu'à ce qu'ils aient la solidité intérieure de pouvoir réussir à s'affirmer, eh bien, il va y avoir un petit passage comme ça. Pareil pour un petit peu tout. Pour les jeux vidéo, c'est pareil, pour tout ce qui sollicite l'addiction. Je me positionne en tant que parent en énonçant mes valeurs. Comme ça permet à l'enfant de sentir. Je ne me sens pas très bien quand je fais quelque chose que mon parent désapprouve. Et donc, ça m'aide davantage. Cette dissonance cognitive à l'intérieur de moi va m'aider plus à petit traverser la difficulté et à faire le bon choix, le choix qui est sain pour moi. Une autre question? En haut. Bonsoir. Bonsoir. Il a été question de parentalité. Et je constate ici qu'il y a à peu près tous les âges. Et je voudrais parler aussi un peu de la grande parentalité et parfois des différences en fait de valeurs, en tous les cas, entre grands-parents et parents, par rapport aux enfants et petits-enfants. Donc parfois, les valeurs ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas forcément les valeurs qui ne sont pas les mêmes. Ce sont souvent les habitudes. Ce sont souvent la manière de défendre et les comportements. La manière de défendre ses propres comportements. Quelquefois, quand on est grands-parents, on a un peu progressé depuis qu'on était parents. Et on a compris des choses. Et puis quand on est moins dans l'interaction forte avec l'enfant, on se sent moins piégé. Parce que c'est un peu ça, quelquefois, on ressent quand c'est notre propre enfant. On a tellement de responsabilités sur les épaules. Et ce propre enfant nous renvoie à notre propre histoire. Et donc, quand il ne veut pas manger sa soupe, ça nous ramène comme par un élastique à un jour où nous-mêmes, on ne pouvait pas manger notre soupe. Et qu'on a reçu peut-être une gifle ou qu'on a été puni, etc. Donc tout ça, notre propre histoire, elle est là en permanence quand ce sont nos propres enfants. Quand on est grands-parents, c'est dilué, c'est moins fort. Donc souvent, on a une attitude plus calme avec les enfants. On est plus patient. On est plus, c'est pas une généralité absolue, hein, quelquefois c'est exactement le contraire. Ce sont les grands-parents qui sont plus autoritaires, qui sont restés plus autoritaires, et les enfants qui sont plus à l'écoute. Mais souvent, les grands-parents moins impliqués, donc, sont un peu plus à l'écoute, ont plus d'empathie envers l'enfant. Et même si eux-mêmes ont puni et donné des fessées quand ils étaient jeunes, ils désapprouvent leurs enfants quand ils le font. Et c'est vrai que c'est compliqué à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Parce que si je m'adresse à mon fils pour lui dire « Mais pourquoi tu tapes ton fils ?» il ne va pas m'entendre. Donc ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là en tant que grand-parent, c'est de ne pas chercher à aller directement vers l'enfant, mais de m'occuper d'abord de mon enfant.
Et m'occuper de mon enfant, c'est peut-être réparer ce qui s'est peut-être pas suffisamment bien passé quand il était petit. Reparler de, tiens, quand je vois ton fils faire ça, ça me rappelle que toi. Et moi, voilà comment j'ai réagi à l'époque et comment tu t'es senti quand j'ai fait ça ou ça. Qu'est-ce que ça t'a fait? Aider donc notre enfant devenu parent à digérer, métaboliser, revisiter sa propre histoire, de manière à ce qu'il puisse redevenir capable d'empathie envers son enfant, plutôt que d'être dans l'autorité. Et les arrière-grands-parents? Pareil. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, étant donné que la durée de vie s'allonge. C'est important. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'ADN et des fausses informations. Enfin, c'est-à-dire que quand un enfant est battu, automatiquement, il va reproduire. Je n'ai pas dit ça, non. Enfin, il va reproduire, parce que dans son information d'ADN, il y avait des séquences... Mais je n'ai pas dit qu'il allait reproduire automatiquement. Oui. J'ai dit que dans son ADN, il y avait l'inscription du traumatisme. Oui, La manière dont il allait répondre, ça, je n'ai oui. pas prononcé de mots là-dessus. Mais vous ne pensez pas que toute fausse information, justement, donnée par des parents, parce que nous-mêmes, nous avons eu fausse, ça s'inscrit automatiquement dans l'ADN, certainement. Probablement, oui. Pour tous, c'est comme ça, certainement. Probablement. Ouais. Tout à fait. Cette découverte ouvre un champ énorme, hein, parce que nous avions la croyance jusqu'à présent que l'ADN, c'était un truc figé qui restait comme ça et que ça ne pouvait pas être modifié. Et dans notre darwinisme un peu classique, on pensait qu'il n'y avait pas une hérédité des caractères acquis. Mais maintenant, on se rend compte que finalement, si. Ce que nous vivons dans nos vies peut avoir une influence jusque sur notre capital génétique. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Donc beaucoup de choses, oui, beaucoup d'informations peuvent être ainsi transmises et nous habiter hors de notre conscience. Est-ce que c'est vraiment une découverte, l'inscription dans l'ADN? Puisque on sait très bien que tous les animaux qui sont sur une île se développent différemment d'un autre endroit où les choses sont plus collectives. Est-ce qu'il n'y a pas exactement le même phénomène chez l'enfant? Je pense que vous faites référence à l'apprentissage des guenons, des pommes de terre, etc., sur une île. Donc, effectivement, sur une île... Ou des espèces qui divergent complètement d'autres espèces et qui fabriquent de nouvelles espèces. Oui, et quelle est la question, en fait? Eh bien, je pense que les méthodes que... Vous avez dit, c'est très nouveau ce qu'on a découvert sur l'ADN, l'inscription de l'ADN. Alors, sur le plan, peut-être, mesure, oui. Voilà, c'est ça. Mais sur le plan général, non. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on sait depuis un certain temps déjà. On l'observe, cette hérédité, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'en avait pas la preuve biologique. Et donc maintenant, on l'a objectivé jusque-là. Qui d'autre a envie de prendre la parole? Une personne ici. Bonsoir madame. J'ai une question parce que j'ai une adolescente, 12 ans, mais qui est très en avance et qui est en pleine réaction sur tout. C'est-à-dire tout le monde est nul. Alors, concrètement, oui. Quand vous dites elle est en pleine réaction sur tout, le tout c'est quoi? Donnez-moi un exemple. La famille, l'école. Non, un exemple, une chose. Un exemple. Une chose du quotidien. Une chose du quotidien, c'est qu'elle réagit. À quoi? À tout. Oui, mais quoi? Donnez-moi un exemple. Par exemple, à l'école, elle apprend très vite, donc elle fait ses devoirs
en 2 secondes, elle n'approfondit pas. Le professeur dans telle matière, il n'est pas assez percutant. Les parents, ça donne... Alors ça, c'est ce qu'elle dit. Oui. Donc, ce qu'elle dit en disant ça, c'est « Maman, je suis en train de souffrir, je m'ennuie. » Oui. Quand le cerveau s'ennuie, ça aussi c'est important de le savoir, quand le cerveau s'ennuie, le cerveau n'est pas fait pour s'ennuyer. Et donc, il sécrète des neuromédiateurs de la douleur. Ça met en route le système de la douleur. C'est quand même impressionnant. Donc, quand elle s'ennuie à l'école, elle a fini, elle a terminé, son cerveau, il a un vrai problème. Elle est sous stress. Et elle gère son stress aujourd'hui en critiquant. Oui, donc, il y a quelque chose peut-être à faire pour voir comment est-ce qu'elle pourrait être nourrie davantage intellectuellement. Parce que si elle a fini très très vite, c'est qu'elle a des besoins intellectuels plus importants et que pour l'instant, elle n'est pas suffisamment nourrie. Donc, au niveau nourriture, je lui donne beaucoup de choses. Non, nourrie intellectuellement. Oui, non, mais je parle de nourriture intellectuelle. D'accord, okay. D'accord, elle a déjà un an d'avance, elle a plein d'outils Internet, elle a Maxicours pour les matières où elle a envie d'approfondir, mais c'est jamais suffisant. Et c'est sûr. Et c'est pas que c'est le micro juste devant votre bouche. Oui, excusez-moi. Ça n'est pas que c'est jamais suffisant, c'est que c'est réellement insuffisant. Et elle a peut-être réellement des besoins plus importants que ça, mais elle a que 12 ans. Et donc, elle ne sait pas encore aller chercher par elle-même. Ah ça oui, si elle sait. Si elle sait. Bon, donc elle va si pouvoir. vous voulez, donc c'est vrai que moi je suis plus désemparée. Et oui, mesurons ce qui se passe pour une gamine de 12 ans qui a un an d'avance, qui en paraît 16. Qui en paraît 16. Donc, c'est pas facile à vivre, parce qu'elle en paraît peut-être 16. Et intellectuellement, elle en a peut-être 16, mais affectivement, pas encore. Et quand on a 12 ans et qu'on est avec des copines qui ont 16 ans, ou que les gens nous voient comme quelqu'un de 16 ans, c'est pas facile à vivre. Donc elle a vraisemblablement un certain nombre d'inconforts, d'angoisses, qu'elle transforme en agressant. Et donc ce qui peut être fait avec elle, c'est simplement de lui dire des choses comme « Je vois comme ça doit être vraiment pas facile pour toi d'avoir 16 ans, d'avoir 12 ans et d'avoir un corps de 16 ans. » Ah, vraiment, quand elle dit que son prof est ceci, cela, ah ouais, vraiment. Aller dans son sens, l'écouter. Faire de l'empathie, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Ça veut dire que vous entendez, vous mesurez sa souffrance. Mais c'est sûr que si on est, par exemple, mal avec les copines à côté ou les copains, encore plus à côté, c'est difficile à exprimer ça à maman. Donc, on ne va pas dire à sa mère « je me sens vraiment mal avec le corps que j'ai et je regarde les autres, etc. » Non. Une personne qu'on peut attaquer facilement, c'est le prof, c'est les parents. Donc, plutôt que oser dire « je ne me sens pas confortable en classe », je vais dire « la prof est nulle ». Et donc, nous, notre travail de parents, c'est de décoder. Et au lieu de dire « mais non, ta prof, elle n'est pas nulle, regarde, elle a fait ceci, elle a fait cela, etc. » Simplement dire « c'est pas facile pour toi à l'école. C'est pas facile pour toi en classe. Tu t'ennuies. Raconte-moi, décris-moi davantage ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis des autres ?» Et faire parler. Mais sauf qu'à 12 ans, c'est pas facile de faire parler son enfant. Parce que c'est le truc que l'enfant ne veut absolument pas. À 12 ans, il faut se décrocher des parents. Et enfin, c'est plutôt à 13 normalement, mais un peu précoce. Elle veut partir. Elle veut partir. Mais en même temps, elle a besoin de cette base de sécurité que nous sommes. Et donc, elle va dire « je veux partir ». Mais ce n'est pas forcément ce qu'elle veut à l'intérieur. Par contre, c'est nécessaire pour elle. Et donc là, vous pouvez... Et oui, je comprends. C'est vraiment pénible, les parents. Il y a une chose aussi pour les adolescents, c'est important de le savoir. J'ai aimé aussi quand j'ai découvert ça. C'est que les vibrations de notre voix les énervent énormément. C'est-à-dire que, surtout la voix de maman, elle est insupportable pour un ado. Oui, surtout quand c'est une fille. Surtout quand c'est une fille, mais chez les garçons aussi. Pourquoi c'est insupportable ? Parce que maman, c'est quelqu'un qu'on aime.
Donc, la voix de maman, c'est associé à le sein, le câlin, être bien avec ma maman, etc. Donc, quand je suis un ado et que je veux partir vers l'extérieur, je veux grandir, je veux aller dans le monde, il n'est pas question que j'aille vers le câlin. Et donc, à chaque fois que j'entends la voix de ma mère, ça me donne envie du câlin. Non. Et donc, en fait, quand l'enfant nous agresse, ça veut dire j'ai trop envie de rentrer dans tes bras, mais c'est trop dur, je n'ai pas le droit, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que j'aille vers le monde, c'est très très difficile pour moi, maman, j'y arrive pas. Et voilà. Oui, c'est un Et donc, rejet. Tout à fait. mais c'est pas un vrai rejet, mais c'est un rejet apparent. Et je lui dis donc c'est les hormones, c'est normal, ça va passer. Alors ça, C'est pas la peine de lui dire, ça l'énerve. Bah oui, nous aussi, hein, quand notre mari nous dit c'est tes hormones, on n'est pas content du tout. Donc, c'est pas forcément utile de lui dire, mais c'est utile de le penser et de trouver une cause surtout. Pas elle, si vous voulez. Et oui, bien sûr, mais on peut le penser et simplement la regarder avec tendresse. C'est-à-dire que c'est important aussi qu'elle puisse mesurer qu'elle peut agresser sans que nous nous sentions cassés, abîmés. Et par contre, nous n'allons pas laisser les choses comme ça. Il n'est pas question de laisser quelque insulte que ce soit sans réponse. Jamais. Ça, c'est important parce que trop souvent aussi, on croit que du coup, il faut accepter et se laisser traiter de tous les... Jamais. Les insultes, ça fait mal à tout le monde. Une ado qui a lancé une insulte sur son père et sa mère, elle se sent mal avec. Donc, on ne peut pas laisser comme ça. Donc, on va simplement décoder. Tu es furieuse contre moi. Ou alors, c'est vraiment très, très énervant quand on a 12 ans d'être obligé d'être avec ses parents. Faire des petits commentaires comme ça qui permettent à l'enfant de voir, ah, oh, ok. C'est comme si on recodait, c'est-à-dire que l'insulte a été envoyée, mais nous, au vol, on a saisi l'insulte et hop, on l'a transformée en autre chose. Et ça permet petit à petit aux jeunes de métaboliser. Mais c'est vrai que c'est pas simple. J'ai une autre question. Et quand on aura vraiment 15 ans, ça sera autre chose. Ça se calme. J'ai une dernière question qui est personnelle, c'est-à-dire que je vis séparée du papa qui est à Paris. Micro. Donc ma fille vit avec moi et donc effectivement en ce moment elle veut partir vivre avec son père et donc je pense que c'est une bonne chose. Micro. Excusez-moi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je veux lui faire vivre cette expérience au moins 2 mois, qu'elle voit exactement comment elle agit. Tout la parentalité, les grands-parents, tout l'entourage qui, lui, jette un regard complètement négatif à cette demande en disant c'est pas elle qui, à 12 ans, doit décider. Moi, je pense qu'on doit faire son chemin. Et donc, je voudrais avoir votre perception des choses, puisque... Alors, à la fois, c'est vrai que ça n'est pas à elle de décider, c'est-à-dire que c'est important de ne pas donner trop de pouvoir à l'enfant de décision sur des choses qui sont très, très importantes, comme où je vis, parce que sinon, il peut interpréter, il peut être paniqué un peu avec ça, parce que c'est comme si ça l'invitait à choisir entre son père et sa mère, et ça, c'est pas confortable. En même temps, manifestement, vous avez une relation suffisamment bonne pour qu'elle puisse vous dire les choses et vous dire les raisons pour lesquelles elle a envie de faire ça. Mais vous pouvez co-construire ce choix. Tiens, un téléphone sonne, ça veut dire que c'est l'heure probablement de s'arrêter. Donc, c'est co-construire ce choix, c'est-à-dire qu'en discuter avec elle et entendre sa demande et réfléchir avec le père et ensemble, à 3, où les parents décider, oui, ok, nous allons faire cette expérience. Mais c'est important en tant que parent de ne pas laisser trop de responsabilité à nos enfants. C'est là que c'est la démocratie dans la famille, c'est pas si simple. Hein. Il ne s'agit pas de toujours accepter les désirs des enfants. Et je le vois comme le complexe d'Oedipe, moi. Plus, alors, je pense que si vous avez écouté la conférence, vous pouvez voir ça un petit peu différemment. En revanche, elle a un papa et c'est naturel qu'elle ait envie de se rapprocher de lui et de vivre aussi des choses avec lui. Et ça ne signifie pas forcément qu'elle veut vous tuer, vous. Oui, non, mais bien sûr, justement, je pense qu'il y a un chemin à faire. Voilà, c'est pas facile d'être parent de nos jours. Ça, c'est sûr. Une dernière question avant qu'on s'arrête ?
Là. Là, je crois, madame. Moi, je voulais vous dire que vous nous avez un peu culpabilisés vis-à-vis de nos enfants. Alors moi, j'ai un ado, enfin un jeune adulte, plutôt 18 ans, à la maison. Effectivement, il est devant son ordinateur pendant des heures. Si je demande quelque chose, c'est toujours oui, oui, mais il ne fait jamais. Alors, j'ai compris qu'il fallait que je parle maintenant par onomatopée. Je vais lui lancer des mots comme ça, lumière... Non, à 18 ans, vous envoyez, par exemple, par SMS, douche. Douche, oui, peut-être. Mais j'avoue que je suis un peu perdue. Alors, on a parlé du mythe de l'enfant parfait. Vous pourriez peut-être faire une conférence sur le mythe du parent parfait, parce qu'apparemment... J'en ai une, effectivement. Il y a un de mes livres qui s'appelle « Il n'y a pas de parent parfait ». Ah ben, je lui ferai lire, alors, parce qu'effectivement, je suis confrontée à ce gros problème, notamment en prenant un exemple, un appartement qui est... Enfin, sa chambre qui est ravagée. Bon, j'ai beau dire range, il me regarde avec des yeux effarés, on me dit « Mais c'est rangé !» C'est rangé. Alors je ne sais plus finalement, je baisse un peu les bras et j'attendais beaucoup, mais je suis culpabilisée après vous avoir entendu parce que vous nous dites, bon l'enfant, il faut toujours faire bien, je ne constate pas ça chez moi. Eh oui, vous ne le constatez pas parce que en fait, ce que vous voyez, c'est un enfant qui souffre probablement ou qui est en tout cas dans une addiction, encore à 18 ans, avec un jeu électronique. Donc c'est vrai qu'il y en a encore des enfants qui à 18 ans sont là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, parce que c'est un comportement qui est relativement normal vers 14-15 ans, mais à 18 ans, ça signifie qu'il n'a pas encore investi d'autres choses pour lui. Et c'est plutôt... Alors j'espère que la culpabilité, ça va être une saine culpabilité qui va vous aider à regarder votre fils différemment et à voir que s'il est comme ça, c'est qu'il a des besoins. Et lui dire « range ta chambre », ça ne va pas aider. S'il ne range pas sa chambre, c'est qu'il n'a pas de petite copine. Soyons concrets. Quand on a 18 ans et qu'on invite sa copine à la chambre, en général, on range un peu et on prend une douche. Donc c'est qu'il se passe quelque chose dans sa vie où il n'a peut-être pas suffisamment d'amis, il a peut-être, je ne sais pas. Mais en même temps, ce qui est très très compliqué, et là vous pouvez vous déculpabiliser complètement, c'est qu'à 18 ans, c'est le moment où vous ne pouvez plus faire grand-chose. Parce que ce qui vient du parent quand on a 18 ans, c'est forcément d'évaluer. Toutes les propositions, même les plus fascinantes, les plus intéressantes, ça va être d'évaluer, parce que quand on a 18 ans, on a besoin de sentir qu'on pense par soi-même. Et si j'écoute ma maman, ça me fait redevenir un petit garçon. Et donc, c'est pas possible. Donc, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup d'options. La seule chose qu'on peut faire, et c'est déjà énorme et très important, c'est être une maman. C'est-à-dire fournir à l'enfant la base de sécurité. Une personne, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Une psychologue m'a donné une image. C'est Nicole Guédonnet. Voilà, Nicole Guédonnet qui a écrit sur l'attachement. Et elle donne une image qui m'a énormément plu. Elle dit l'attachement et la figure d'attachement, c'est comme un porte-avions. Le porte-avions est là et l'enfant, c'est l'avion. Donc, l'avion est sur le porte-avions, il vole un petit peu, mais très vite, il regarde si le porte-avions est toujours là. Parce que si le porte-avions s'en va, ça ne va pas. Donc, hop, je reviens très vite si le porte-avions bouge trop. Il faut que le porte-avions soit là, bien stable. Et il faut que ma piste d'atterrissage reste dégagée. Si je constate que la piste d'atterrissage commence à être occupée par d'autres petits avions, je reviens prendre ma place. Ça vous permet de comprendre pourquoi vous êtes totalement disponible pour votre enfant, il ne s'occupe pas de vous. Et à l'instant où vous téléphonez à une copine, maman. Et ça, quel que soit son âge, ado aussi. C'est simplement parce que le porte-avions, vous l'avez fait occuper par la copine et hop, la piste d'atterrissage n'est plus disponible, donc hop, il revient se poser. Vérifiez si la sécurité est toujours là. Un adolescent, s'il vit encore toujours à la maison, et même s'il ne vit plus à la maison, à 18 ans, on est encore un adolescent, même si légalement on est adulte, on a encore besoin de ce porte-avions.
Et donc, c'est ça qu'on peut faire, c'est être le porte-avions. Et donc, un porte-avions, c'est je montre que je suis disponible, je continue de t'aimer. Je ne suis pas obligée de le dire forcément beaucoup, mais intérieurement, je m'ancre là-dedans, je suis le porte-avions. Et donc, je m'installe là-dedans. Et puis, c'est tout. Et là, eh bien, on peut peut-être voir que, du coup, l'enfant va pouvoir, le jeune, l'adolescent va pouvoir s'apaiser un petit peu. Parce que si je commence à le critiquer, si je commence à le harceler, si je lui explique des choses, si je cherche à le faire changer, à chaque fois que je cherche à le faire changer, je suis en train de lui dire, je ne suis plus là comme porte-avions. Parce que faire changer, ça veut dire je ne t'accepte pas tel que tu es. Or, 18 ans, c'est une période extrêmement difficile. Il s'agit de faire face au monde. Et le monde d'aujourd'hui, il n'est pas facile. Franchement, il n'est pas facile. Donc, quand on s'abrite sur le jeu vidéo, là, au moins, ça, c'est facile. On sait gérer et compagnie. Donc, ça signifie que pour pouvoir faire face, j'ai besoin d'armer mon enfant avec des choses solides à l'intérieur de lui. Donc, ce que je peux faire, c'est être un solide porte-avions. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Et je vais monter là-haut pour dédicacer les livres éventuellement. Et après cette séance de dédicace, je vous invite à traverser pour voir le film et pour profiter aussi du tapis rouge qu'on vous offre ce soir. Bonne soirée à tous, merci.